Quand on voit la façon dont le marché a répondu, on se rend compte que c'est vraiment la panique et l'accélération de par la fragilité structurelle du marché crypto que les cours ont bougé autant, quoi. Le marché des crypto-monnaies s'est pris le 10 octobre, l'une des plus grosses claques, l'une des plus grosses liquidations de son histoire. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un concours de circonstances qui font que Trump a fait peur au marché avec une annonce, comme il avait fait il y a quelques jours d'ailleurs. Il avait annoncé 40% de tarifs douaniers sur les composants informatiques chinois, et là il a annoncé 100%. On le sait, quand il annonce des trucs comme ça, il revient dessus, ça fait partie de sa stratégie, il est très agressif et après il fait demi-tour et il négocie de façon beaucoup plus souple. Mais cette fois-ci, il y a eu 3 problèmes. Le premier, c'est que le marché financier américain était sur le point de fermer, donc les investisseurs n'ont pas pu vendre. Par contre, ils ont pu vendre leurs crypto-monnaies. Le marché des crypto-monnaies était particulièrement long, c'est-à-dire qu'il n'y avait jamais eu autant de personnes qui avaient parié sur la hausse des cryptos, notamment en longue sur Bitcoin, sur Ether et sur la plupart du marché. Et pour finir, il y a eu plein de bugs techniques et des bugs de disponibilité. Les plateformes crypto étaient débordées, c'est-à-dire que c'était impossible de vendre sur la plupart des plateformes comme Kraken ou encore la plupart des gros exchanges. Même sur Binance, c'était compliqué. Les blockchains elles-mêmes, fallait payer 300-400 $ pour faire une simple transaction sur la blockchain Ether. Il y avait des Layer 2 qui fonctionnaient plus du tout. Le réseau complet était congestionné. Faire un dépôt, c'était même impensable. Sur Meria, ça fonctionnait très bien, voilà, pour la petite auto-promotion. Bon, c'est peut-être aussi parce qu'on n'a pas des dizaines de millions d'utilisateurs, mais en tout cas, ça fonctionnait. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu 1, de la panique, 2, des liquidations en masse. En gros, il y a quelqu'un qui parie sur la hausse d'une crypto-monnaie, sauf que les crypto-monnaies baissent. Du coup, à un moment, il n'a plus assez d'argent et la plateforme, elle vient liquider sa position. Et pour liquider, la plateforme, elle prend votre caution et elle la vend. Et comme votre caution, elle est en crypto-monnaie, la plateforme, elle vend des cryptos et ça fait baisser encore plus, ça liquide d'autres personnes. Carnage absolu. 19 milliards de dollars de liquidation en quelques minutes, c'est un record sans précédent. Ce qui s'est passé, c'est que les marchés ont tiré la gueule, tout le monde s'est jeté vers les stablecoins n'étaient plus stables. La plupart des stablecoins entrants, genre USDT et USDC, ont reçu de la valeur et sont montés à plus d'$1 pièce. Et certains stablecoins, notamment l'USDE, se sont cassés un peu la gueule parce que leur réserve est faite en partie d'Ether. Et donc si l'Ether se casse la figure, naturellement, ça peut momentanément toucher la valeur. Par contre, on va voir qu'en fait, l'USDE, il a déconné, surtout sur Binance. Selon cet utilisateur Elon Trade, c'était volontaire. C'est pas quelqu'un qui avait un délit d'initié, c'est quelqu'un qui a, au très mauvais moment, parce qu'on s'était couplé à l'analyse de Trump, qui a utilisé différents comptes pour abuser de certaines cryptos, comme le Wrapped Binance Solana, et qui a utilisé un abus structurel du SDE. En gros, pour faire simple, vous devez comprendre une chose qui est très importante. En plus de la vidéo que j'ai faite sur ma chaîne principale, il y a un événement qui est venu accélérer encore plus la baisse, c'est que l'USDE a dépeg, mais s'il a perdu 1 ou 2% sur la plupart des protocoles décentralisés, il a perdu 35% sur Binance. Pourquoi ? Eh bien, c'est très simple, parce que Binance ne prend pas la valeur des crypto-monnaies sur d'autres plateformes. C'est en interne qu'ils vont regarder la valeur d'une crypto-monnaie. Et vous allez voir que ça change tout. Non pas la valeur réelle, mais la valeur qui est regardée et perçue. Je vous donne un exemple. Vous avez déposé 1000 $ sur un protocole. Avec ces 1000 $, vous avez eu le droit d'emprunter 700 ou 800 $. Parce que le protocole vous prête naturellement moins que ce que vous lui avez prêté, de peur que vous ne reveniez pas rembourser votre dette. Eh bien, imaginez que votre caution, elle baisse. La plateforme vous a prêté 700 alors qu'elle a 700 en caution. Là, ça devient risqué. Parce que si la crypto-monnaie que vous avez prêtée s'effondre, vous n'avez plus aucune raison de venir rembourser. Qui va rembourser 1000 $ pour pouvoir récupérer les 200 $ qu'on lui a prêtés ? Personne. Vous gardez le prêt et vous ne remboursez jamais votre dette. C'est rentable. Et c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle la liquidation. Et bien, comme l'USDE, c'est un stablecoin, comme ça fait très peu de temps qu'on peut l'utiliser comme une caution sur Binance, quelqu'un semblerait avoir abusé de cette position. En gros, pour faire simple, il a dumpé entre 60 à 90 millions de dollars d'USDE. En faisant ça, il a fait chuter le prix à 65 centimes, donc 35% de dépeg. Et c'est ce qui fait que quand vous allez sur CoinMarketCap, vous voyez l'USDE à 99 centimes, alors que sur Binance, il est descendu à 0,65 un court instant. En faisant ça, il a créé une cascade de liquidation sur Binance et sur plein de tokens
liée à Binance. Et cette cascade de liquidation a tapé tout le marché parce que tout le monde regarde Binance, alors que vous l'avez compris, sur la valeur de l'USDE, Binance ne regarde pas tout le monde. Ce réglage a créé une fragilité qui a fait une cascade de panique, de vente et qui a accéléré les vraies liquidations qui finalement ont touché Bitcoin, Ether et le reste du marché crypto. Je vous le rappelle, Binance, c'est pas 5% des crypto-monnaies échangées, c'est 40 à 50% de toutes les cryptos qui sont échangées dans le monde. Donc si tu mets une claque à Binance, tu mets une claque à tout le marché. Maintenant, ce n'est pas la cause suffisante à faire baisser tout le marché, mais c'est suffisamment pertinent, intelligent, bien calibré et réel pour que je vous le mentionne, parce que pour que ma vidéo soit parfaite, il aurait fallu que je vous parle de ce qui s'est passé sur l'USDE à ce moment-là. Pour le coup, c'était quelque chose à rajouter, si ce n'est rajouter le fait que Donald Trump a annoncé cet après-midi, vers 16 ou 17 heures, le fait que finalement il allait être beaucoup plus raisonnable avec la Chine, et depuis son annonce, évidemment, les cours repartent à la hausse. Donc globalement, on sait que c'est dans sa stratégie de fonctionner de la sorte et d'être plutôt, on va dire, très clivant dans ses annonces pour pouvoir négocier avec plus de facilité ensuite. Mais globalement, quand on voit la façon dont le marché a répondu et quand on voit à quel point les cours sont déjà couverts, on se rend compte que c'est vraiment la panique et l'accélération de par la fragilité structurelle du marché crypto que je vous présente dans la vidéo, mais aussi avec l'USDE sur Binance, que les cours ont bougé autant, quoi. Le fonds souverain intergénérationnel du Luxembourg a investi 1% de son portefeuille dans le Bitcoin, ce qui pour le coup veut dire vraiment quelque chose d'important parce que c'est le plus gros fonds appartenant au pays du Luxembourg qui a décidé d'investir dans Bitcoin, ce qui en dit très long sur les convictions que cette terre de finance a envers les cryptos. BlackRock l'annonce officiellement, son fonds sur le Bitcoin est son produit d'investissement le plus rentable. Je vous traduis la phrase. BlackRock a lancé il y a 1 an et demi un nouveau produit sur Bitcoin. C'était son premier produit sur les crypto-monnaies. Eh bien, c'est officiellement le produit le plus rentable de l'entreprise BlackRock, qui n'est autre que le deuxième plus gros fonds d'investissement de la planète Terre. Ça fait 18 mois qu'ils l'ont lancé. Plus rentable que des produits qui ont 25 ans, mais est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? La banque Morgan Stanley ouvre l'accès aux ETF crypto à tous ses clients. Il était tôt. J'ai envie de dire, ils l'ont fait tard. Tant pis pour eux, ils ont raté beaucoup de liquidités. Polymarket, alors écoutez bien ça les amis, le propriétaire de la bourse de New York, le New York Stock Exchange, mise 2 milliards de dollars sur Polymarket. Ça fait 3 choses. Premièrement, le propriétaire de Polymarket, qui a 27 ans, est le plus jeune milliardaire crypto au monde. Il a 27 ans. La deuxième chose que ça fait les amis, c'est qu'on ne met pas 2 milliards de dollars dans une plateforme qui fait des paris. C'est pas le but. Polymarket est une plateforme qui est inaccessible en France. En tout cas, vous ne pourrez pas vous connecter, comme tous les autres sites qui sont inaccessibles en France. Sur ce site, on peut parier sur la plupart des événements du monde financier, du monde politique et des fois même des trucs complètement stupides, comme par exemple, Monad va faire un airdrop. Est-ce que ce sera avant le 31 ou octobre ou est-ce que ce sera avant le 15 novembre? Voilà. Et vous pouvez parier de l'argent. C'est stupide, les amis, c'est stupide. Le truc, c'est qu'il y a tellement de volume et que ça donne des statistiques tellement plus précises que, selon moi, le New York Stock Exchange n'a pas investi 2 milliards de dollars pour avoir 20 ou 30% de Polymarket. Ils ont investi 2 milliards de dollars pour avoir accès à des statistiques ultra précises sur les convictions financières de personnes influentes et d'investisseurs à propos de plein d'événements. Comme par exemple, est-ce qu'il va y avoir un changement sur les tarifs entre les États-Unis et la Chine d'ici le 12 novembre 2025? Et autant vous dire que ça en dit très long sur la valeur qu'ont les stats et les pourcentages que l'on voit ici. Internet et liberté, Pavel Durov, le fondateur de Telegram, prend la parole pour ses 41 ans. Maintenant, il a un channel sur Telegram où il parle un peu de la vie et il fait, pas de la propagande, mais sa publicité personnelle, on va dire. Et il prend la parole pour un truc qui est très juste et sur lequel je suis complètement d'accord. Il parle de l'inquiétante évolution de la sécurité numérique et surtout de la vie privée. Et notamment de chat control qu'ils essayent de faire passer en Europe. Autant vous dire que si chat control ça passe, c'est littéralement le droit pour toute entité étatique d'écouter vos conversations personnelles. C'est aussi simple que ça. Il n'y aura plus de vie privée. Snapchat, Facebook, Instagram, Twitter, n'importe quel réseau, peu importe, Telegram, signale pour qu'une messagerie soit autorisée en Europe, elle devra permettre à toute autorité européenne et française, force de police comme gouvernement, d'écouter, s'il l'estime nécessaire, n'importe quel citoyen. Je vous rappelle quand même que c'est une figure emblématique de la liberté d'expression et de communication. Pour le coup, j'aime vraiment beaucoup le personnage pour son combat. Il a quand même quitté la Russie parce que justement, il se faisait censurer. Et de manière générale, ça fait partie des quelques profils qu'il faut vraiment suivre pour la liberté d'expression numérique. Je pense que son appel à la raison est assez important. Il faut qu'on surveille ce genre de choses, car chat control, c'est des choses où si ça passe, on passe vraiment dans une société dans laquelle j'aurais pas envie de vivre. Et on parle d'un Europe
Europe dans lequel on sera libre. Pour moi, si Chat Control passe, c'est terminé. La liberté, c'était avant. Parce qu'à partir du moment où chaque pays peut faire ce qu'il veut de ses citoyens, bon nombre de gouvernements en place vont en abuser. Et s'il suffit de suspecter quelqu'un pour avoir accès à toute sa vie privée, autant vous dire qu'ils vont suspecter autant de personnes qui les arrangent. Ethena et Jupiter lancent JupUSD, un stablecoin natif sur Solana qui est prévu pour Q4 2025, donc dans les 6 à 8 prochaines semaines, je pense. DeFi Lama supprime certaines données d'Aster face à des suspicions de wash trading. Vous savez, quand Aster s'est lancé, beaucoup de gens investissaient sur le token et les gens étaient en train de comparer quelles sont les parts de marché d'Aster et quelles sont les parts de marché d'Hyperliquid. Et petit à petit, Aster a commencé à prendre des parts de marché à Hyperliquid. Eh bien, ils ont tout simplement balayé tout ça, c'est-à-dire que beaucoup de chiffres étaient donnés par Aster, mais par une API, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas vérifier si Aster faisait réellement ses volumes. Et donc, dans le doute, DeFi Lama ont supprimé les volumes affichés d'Aster. On parle d'un truc un petit peu moins joyeux pour le coup. Constantin Galich, un influenceur qui était apparemment relativement connu sur les réseaux. Kostia Kudo, c'était son pseudonyme, moi je le connaissais pas. Âgé de 32 ans, apparemment il avait envoyé des messages à sa famille en disant qu'il était vraiment touché par la baisse qu'il y avait eu le 10 octobre et ils l'ont retrouvé mort dans sa voiture quelques jours plus tard. Et du coup, ben là, une enquête est ouverte. Ils savent pas du tout est-ce que ça vient d'un est-ce que ça vient justement d'autre chose. Faut quand même pas éviter toutes les autres pistes avec les violences qu'il y a en ce moment.